Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le 23h. Voici les titres. Les résultats du BTS session 2018 sont connus. Sur 44 069 candidats, 25 027 ont été déclarés admissibles. Les résultats ont été proclamés aujourd'hui au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le Sofitel Hôtel Ivoire a abrité aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de la 37e conférence internationale sur le caoutchouc. La rencontre dure 4 jours. Les participants vont plancher sur la contribution du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans un domicile de Tola Kwadiokro dans la ville de Boaké. 7 membres d'une famille ont péri lors de ce sinistre. Un court-circuit serait à l'origine des flammes. Bienvenue dans cette édition. Sachez tout d'abord qu'au Cameroun, le président sortant Paul Biya, 85 ans, dont près de 36 au pouvoir, a été reconduit pour un 7e mandat avec 71,28% des suffrages. L'annonce a été faite ce lundi par le Conseil constitutionnel. Maurice Kamto, candidat de l'opposition, qui avait revendiqué la victoire au lendemain du scrutin du 7 octobre dernier, est deuxième avec 14,23% des votes. Vainqueur dans 9 des 10 régions du Cameroun, Paul Biya a littéralement écrasé ses adversaires avec des scores officiels sans appel. Je vous donne à présent lecture de ce télégramme officiel du président de la République Alassane Ouattara à son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, Yaoundé. Monsieur le Président et chers frères, votre réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En vous renouvelant sa confiance pour un nouveau mandat, le peuple camerounais réaffirme sa volonté de vous voir poursuivre l'œuvre de paix et de progrès économique et social entamée dans votre pays. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former des vœux choisis et renouvelés de santé et de réussite pour votre Excellence, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple frère du Cameroun. Je voudrais réitérer ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement ainsi qu'à la diversification des liens de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays et nos deux peuples. Haute et fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ici, en Côte d'Ivoire, les élections locales se sont tenues le 13 octobre dernier. Depuis la proclamation des résultats, des réclamations sont faites à la commission électorale indépendante. À ce jour, la CEI a reçu 63 dossiers pour les municipales et 16 pour les régionales. Le mercredi 24 octobre est la date butoir de ces réclamations. Moussa Konati. Fini les élections, l'heure est aux réclamations. Des réclamations qui ont débuté depuis le dimanche 14 octobre pour ceux des candidats dont les résultats ont été donnés au lendemain du scrutin du 13 octobre. La contestation de ces résultats prend fin le lundi 22 octobre. Pour les résultats proclamés le lundi 15 octobre, le délai de contestation expire le mardi 23 octobre. Enfin, ceux dont les résultats ont été proclamés le mardi 16 octobre, ils ont jusqu'au mercredi 24 octobre pour faire des réclamations. À ce jour, la commission électorale indépendante enregistre 63 dossiers pour les municipales et 16 pour les régionales. Les dossiers de réclamation doivent être produits en 10 exemplaires et déposés au siège de la CEI à Abidjan tous les jours ouvrables de 8h à 20h. Les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur session 2018 connaissent désormais leur sort. Les résultats ont été rendus publics ce lundi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Troakeus. Sur 44 069 candidats, 25 027 ont été déclarés admissibles. Le taux de réussite cette année est de 57%. Il est en baisse par rapport à celui de l'an dernier qui était de 71%. Sephora Zegui, Serge Collier. Ils étaient 44 069 candidats en lice pour le brevet de technicien supérieur BTS session 2018. 25 027 ont été déclarés admissibles ce lundi matin, soit plus de la moitié des candidats présents à l'examen. 44 069 étaient présents effectivement à l'occasion des différentes épreuves. Nous sommes heureux d'annoncer donc 25 027 candidats sont admissibles. Ces admissibles sont répartis
entre les filières industrielles et tertiaires, donc à raison de 6 479 admissibles pour les filières industrielles, soit un taux de réussite pour les filières industrielles de 52%. Et pour les filières tertiaires, il s'agit de 18 548 admissibles, soit un taux de réussite de 59%. Je voudrais relever que les dispositifs de contrôle et de vérification mis en place, notamment l'apport du numérique pour l'organisation des épreuves, ont permis d'assurer la fiabilité des différentes étapes du processus de l'examen et donc de garantir la crédibilité des présents résultats. Au niveau du genre, les filles viennent en tête avec 53% de taux de réussite contre 47% chez les garçons. Dans les familles de quelques candidats admissibles, ces résultats sonnent comme une délivrance. On est resté toujours concentré, on a visé notre objectif, vraiment être admissible au BTS et Dieu merci. Aujourd'hui on crie, vraiment on est contente quoi. On pourra trouver des stages pour pouvoir valider ce diplôme-là. Je m'attendais à ce résultat parce qu'il y a un dicton qui dit quand tu travailles avec effort et force, ça paye. Et c'était le slogan de mon père. Vraiment, je demande encore la bénédiction de Dieu pour qu'il facilite encore la suite. Parce qu'on n'a pas fini, c'est maintenant qu'on commence. Pour cette session 2018, le taux de réussite global est de 57% contre 71% en 2017. Une régression qui s'explique. La première des explications, cette année, il n'y a pas eu de repêchage. Et si on ramène aux chiffres de l'année passée, sans faire de repêchage, les résultats sont donc aux alentours de 59. Donc on peut dire que c'est quasiment la même chose. Les candidats disposent de 3 jours à compter du mardi 23 octobre pour introduire leur recours. Cette année, une innovation est faite dans le processus de réclamation. Donc ils vont se connecter sur la plateforme sur laquelle ils ont pris leurs résultats. On ne peut faire une réclamation que, pour un total qui ne correspond pas à l'ensemble des notes qui sont sur les relevés. 2, un coefficient d'une matière qui ne correspond pas au coefficient qui a été mis sur le relevé. Et une note qui dit que l'élève a été absent, donc 1-0, alors que l'élève sait qu'il s'est présenté à l'examen. Voici les 3 éléments qui peuvent influencer un réexamen pour voir si l'étudiant peut être admis. Les résultats du brevet de technicien supérieur à 2018 sont disponibles depuis 12 heures ce lundi 22 octobre sur le site internet www.examenbts.net. C'est parti pour la 37e conférence internationale sur le caoutchouc. 27 pays sont réunis ici à Abidjan pour tabler sur la contribution du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement. Il s'agira pour ces participants d'identifier les pistes de solutions à la durabilité de la production du caoutchouc naturel. À Noël Nyanyou. Premier producteur africain et 7e au plan mondial de l'EVA, la Côte d'Ivoire concentre pour la 2e fois ici à Abidjan tout le gotha de la chaîne des valeurs du caoutchouc naturel. Cela au moment où les cours sont au plus bas après les pics de 2012, 2013 et 2014 avec comme corollaire la difficile vente des fonds de tasse pour les producteurs ivoiriens. Mais, comme le dit Latisse, quand c'est dur, seuls les durs avancent. La Promac, le FIRCAC et le CNRA, le TSC gagnant de l'EVA-culture en Côte d'Ivoire, veut avancer et relever ainsi de nouveaux défis. Le premier défi, le début de la durabilité. Comment cultiver l'EVA dans un espace concurrentiel géographique avec le cacao, avec le café, avec le palmier à huile. L'autre défi important qui va être discuté, c'est le défi du marché mondial et des perspectives. Le marché mondial est contrôlé essentiellement par la pneumatique. Or, avec l'évolution du monde et les productions, la pneumatique seulement ne peut pas absorber tout. Sur 4 jours, des experts, des chercheurs, des industriels, des producteurs d'ici et ceux venus de 26 pays participants à la rencontre d'Abidjan vont échanger les expériences et les informations pour adresser ces différentes questions avec comme fil conducteur résoudre l'équation de la contribution de l'industrie du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement. S'agissant de la contribution de l'agriculture au développement socio-économique, le tableau est reluisant malgré tout en Côte d'Ivoire. Le nombre d'unités industrielles est passé de 12 à 19. Le chiffre d'affaires
de la filière est passé de 120 milliards de francs CFA en 2008 à 495 milliards en 2017. Les revenus distribués aux paysans dans la même période sont passés de 40 milliards à 150 milliards. Par ailleurs, c'est plus de 165 000 producteurs qui sont impliqués dans la filière EVA, soit environ 900 000 personnes qui en vivent. C'est près de 300 000 emplois salariés directs que l'on décompte dans la filière. Mais il faut faire mieux et dans la durée. La solution réside dans la diversification des produits issus de l'industrialisation du caoutchouc naturel. Il faut que les initiatives de diversification de l'utilisation du caoutchouc soient poursuivies à travers les efforts d'innovation et d'utilisation des produits issus du caoutchouc naturel dans plusieurs secteurs, afin d'offrir une plus grande diversité de débouchés. Des débouchés qui vont permettre aux industriels d'absorber les 2 millions de tonnes de caoutchouc naturel que projette de produire la Côte d'Ivoire d'ici à 2025 pour consolider son leadership tout en améliorant le revenu des producteurs. Une autre rencontre qui se tient à Abidjan plonge sur l'ingénierie géotechnique en Afrique. C'est la 10e du genre. Elle voit la participation de 18 délégations étrangères. Il s'agit d'un colloque technique couplé à des sessions de formation continue. Walter Amadou Ouattara. Faire le bilan de l'ingénierie géotechnique en Afrique intertropicale et identifier les perspectives dans le contexte actuel des laboratoires de BTP. Des objectifs de la 10e édition des Journées africaines de la géotechnique. Ingénierie géotechnique en Afrique intertropicale, bilan et perspectives. Le choix de ce thème est motivé par la nécessité de définir un cadre institutionnel et un environnement qui peuvent concourir à réduire, voire à juguler, les causes des dégradations précoces de nos ouvrages. Afin de permettre aux Africains d'être plus efficaces face à leurs problèmes d'ouvrage, l'un des experts mise sur l'utilisation des matériaux locaux de construction. Faire des propositions de solutions pour une utilisation judicieuse des matériaux locaux et autres produits innovants dans la construction, l'entretien, la réhabilitation des infrastructures génie civil en Afrique subsaharienne. Le ministre de l'Équipement et de l'entretien routier invite les participants à réfléchir sur le problème de la durabilité des ouvrages de génie civil. La réalisation d'un certain nombre d'infrastructures socio-économiques de qualité définies à travers le Plan national de développement 2016-2020, dont le volet routier prévoit un investissement de plus de 3 500 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de cet important programme requiert la réalisation préalable d'études géotechniques et un contrôle plus ardu afin d'assurer la qualité et la solidité des ouvrages. C'est pourquoi, au nom des hautes autorités de mon pays, je vous engage à des réflexions fécondes en vue de proposer des solutions à la problématique de la durabilité des ouvrages. Pendant 4 jours, 18 délégations étrangères, plus celles de la Côte d'Ivoire, vont prendre part à cette 10e édition des Journées africaines de la géotechnique. Les journées nationales de la qualité se tiennent, elles, au plateau, au centre des réflexions, l'accès des produits made in Côte d'Ivoire au marché régional. À ce sujet, le gouvernement invite les entreprises à s'approprier la démarche qualité. Francis Boifou. L'auditorium de la Caisse-Table au plateau, transformé en un espace d'exposition et de promotion des entreprises, le temps des journées nationales de la qualité. Le produit que nous offrons pour les PME qui veulent aboutir à une certification varie de 5 à 10 millions. Nous les accompagnons de manière groupée et par la suite, nous avons des consultants qui sont affectés à chaque entreprise pour évaluer le travail qui est fait. D'une centaine d'entreprises certifiées en 2013, on enregistre plus de 200 aujourd'hui, quand le nombre de laboratoires certifiés est passé de 5 à 13 en l'espace de 5 ans. Nous sommes présents à ces journées pour dire aux Ivoiriens qu'il existe en Côte d'Ivoire un laboratoire capable de leur donner satisfaction. On peut faire tous les examens qu'on fait en Europe et aux États-Unis. Ceci a été possible parce qu'il y a un partenariat public-privé. Des résultats encourageants grâce à des réformes initiées par le gouvernement. Mais
L'accès de plusieurs produits ivoiriens au marché régional et international reste un véritable défi. C'est pourquoi j'invite les entreprises à placer la démarche qualité au cœur de leur stratégie de développement et à la considérer comme un facteur essentiel de production et de pérennisation de leurs activités. J'invite également tous nos partenaires au développement à continuer leur appui pour un développement plus accéléré de l'infrastructure de la qualité dans les pays de la CEDEAO en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Ces journées nationales seront sanctionnées par la proclamation des résultats de la 14e édition du prix ivoirien de la qualité. Le ministre de la Communication et des Médias effectue des tournées au sein des structures sous tutelle. Sidi Touré était ce lundi dans les locaux du Centre d'information et de communication gouvernementale pour s'imprégner du fonctionnement de cette structure. Rosemonde Kini, Serge Collier. Entouré de certains collaborateurs, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré, a fait le tour des différents services du CICG. Il nous est paru important de visiter le CICG, qui est un acteur incontournable, un acteur institutionnel incontournable dans cet écosystème de la communication et des médias. Qui plus est, le CICG est véritablement celui-là même qui opérationnalise l'ensemble des instructions et initiatives du Premier ministre dans cet écosystème. Donc, acteur privilégié, il était bon que nous venions voir un peu comment et avec qui cette institution travaille pour que nous puissions définir ensemble les leviers complémentaires que nous allons utiliser dans le cadre de la collaboration. Les outils majeurs dont dispose ce centre sont entre autres les émissions radio et télé en partenariat avec la RTI et le centre d'appel du gouvernement. Un drame est survenu dans la nuit de dimanche à lundi à Boaké, notamment dans un domicile de Tola Kwadiokro. 7 membres d'une famille ont péri dans un incendie. Une femme et ses 6 enfants sont morts par asphyxie. Le père, quant à lui, a été brûlé au 1er degré. Un court-circuit serait à l'origine de ce sinistre selon les premières enquêtes. Le procureur de la République s'est rendu sur les lieux. Soro Corona. Une femme et ses 6 enfants périssent dans l'incendie de leur maison à Boaké au quartier Tola Kwadiokro. Kone Amidou vient de vivre la pire nuit de sa vie. Les faits se sont déroulés aux environs de 1h du matin. Le feu aurait commencé par un court-circuit. Alerté par les cris de l'une de ses femmes, Kone Amidou constate l'irréparable. Hier nuit, nous étions couchés et j'ai entendu ma femme crier. Donc elle a dit qu'il y avait le feu au salon. Nous nous sommes tous précipités pour aller au salon. On a vu qu'il y avait le feu. Donc on a essayé d'éteindre. Tout était déjà parti. Donc la fumée est rentrée dans les chambres où les enfants étaient couchés. Donc ils ont été tous asphyxiés. Donc ce sont les voisins qui sont venus, qui ont cassé la fenêtre et on a pu s'échapper. 6 enfants, une de mes femmes. Sur les 10 membres de la maisonnée, seulement 3 personnes dont le père ont été épargnées grâce aux voisins. Dans la nuit du dimanche à lundi, vers 1h30 du matin, on a entendu des cris de détresse en provenance de notre voisin. Au départ, on a cru que c'était des voleurs, donc on s'est préparé en conséquence pour venir à son secours. Et lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, on a compris que c'était un incendie qui s'était déclenché dans la maison. Donc on a tenté de casser la porte, on n'a pas pu. Moi-même, je suis allé chercher une hache, on a pu casser la fenêtre et on a pu sauver 3 personnes. Le monsieur, sa femme et un de ses enfants. Kone Amidou, sa deuxième femme et son nouveau-né de 4 mois ont été admis au CHU de Boaké pour des soins intensifs. Le malade, je pense qu'il est hors de danger. Il n'y a pas de problème. On a commencé la prise en charge. Normalement, au bout de 72 heures, il doit regagner son domicile. Pour celle qui est en réanimation, c'était juste un état de choc. Et chez elle aussi, il n'y a pas de lésion cutanée. Et on pense la sortir aujourd'hui. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Donc les rescapés sont hors de danger. Informé, le procureur de la République de Boaké s'est rendu sur le lieu et au CHU de Boaké pour se rendre compte des circonstances du drame. Dans la nuit d'hier, aux environs de 1h du matin, il y a eu un incendie dans ce quartier et le bilan est lourd. Il m'a fait connaître qu'il y a eu pratiquement 7 morts. Parmi les morts là, l'âge varie entre 4 mois à 7 ans. Donc immédiatement, j'ai rendu compte à la hiérarchie. Je me suis transporté sur les lieux, ensemble avec le commissaire, pour chercher à comprendre l'origine de l'incendie et puis ouvrir l'enquête comme il se doit. Kone Amidou est commerçant, père de 8 enfants. Il se retrouve aujourd'hui avec le premier et le dernier fils.
Dans le domaine des transports, le Haut Conseil du patronat des entreprises des transports terrestres de Côte d'Ivoire effectue une tournée à l'intérieur du pays. Un déplacement pour se rendre compte de l'application du règlement 14 de l'UEMOA. Kwadio Kwame. Korogo, région du Poro. Première étape de la tournée d'information et de sensibilisation du directeur général du Haut Conseil du patronat des transports terrestres de Côte d'Ivoire. Les opérateurs économiques, les transporteurs et conducteurs de véhicules lourds de transport de marchandises sont informés de l'application concomitante du règlement 14 de l'UEMOA. La question de la surcharge des camions a un impact négatif sur le travail des transporteurs, sur le matériel roulant, sur la vie de l'équipage du camion et surtout sur la vie du réseau routier. Réaction positive des acteurs du milieu du transport. Si le transport est moins, si la surcharge est moins, l'État bénéficie et tout le monde gagne. Nous les conducteurs, quand on prend moins, on a plus de santé et ça nous arrange. De Korogo à Bouaké, Diaby Ibrahim a invité les acteurs du secteur du transport à s'approprier la mesure, enjeu certain de l'économie du transport. L'impact sur l'économie nationale de la surcharge est tel que nous devons tous, nous, gouvernement, nous, société civile, nous, secteur privé du transport, ensemble, tout faire pour que la question de la préservation du réseau routier, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique de l'Ouest, soit respectée. Les usines sont appelées à s'équiper de pèses essieux. Le règlement 14 de l'UEMOA est entré en vigueur depuis le 1er octobre 2018. Un mot d'environnement. Abidjan accueille les 29 et 30 octobre prochains les premières journées scientifiques sur les pesticides. En Côte d'Ivoire, la qualité de pesticides commercialisés légalement est estimée à environ 22 000 tonnes par an. Ce conclave permettra donc de faire l'état des lieux de ces produits chimiques. Grâce Kando. Les pesticides synthétiques sont souvent utilisés dans le domaine de l'hygiène publique, la santé animale et l'agriculture. Cependant, l'utilisation de ces produits obsolètes, c'est-à-dire frauduleux ou périmés, constitue un danger pour l'homme et l'environnement. Pour mettre l'accent sur la promotion des biopesticides, des journées scientifiques sont prévues les 29 et 30 octobre prochains. Une des premières solutions, c'est les alternatives. Comment faire en sorte qu'on puisse arriver à diminuer l'usage des pesticides chimiques. On peut se tourner vers les éléments biologiques, c'est-à-dire les pesticides d'origine biologique, et on peut aussi envisager les bonnes pratiques d'usage des pesticides. Nous nous sommes engagés, nous en tant que presse, à accompagner ce programme très important du gouvernement. Notre accompagnement va consister à relayer l'information auprès de nos communautés, à leur expliquer la nécessité de s'inscrire dans ce programme-là, dans la mesure où ces pesticides obsolètes-là constituent un véritable danger pour nos populations. Ces 2 jours de rencontre qui réuniront experts du domaine, chercheurs et partenaires permettront de faire l'état des lieux des pesticides en Côte d'Ivoire. Sur les 6 000 dépôts qui étaient à identifier selon le planning, nous avons déjà couvert 2 500 dépôts visités. Nous avons enregistré la base de données concernant toutes les caractéristiques des pesticides dans ces dépôts. Nous sommes en train de passer à une deuxième phase. C'est la phase qui va consister à l'identification des pesticides obsolètes, c'est-à-dire ceux qui sont frauduleux, périmés et interdits, qui se trouvent dans ces magasins, et ce qui va nous amener tout de suite à faire le transport de ces pesticides obsolètes et les emmener sur des sites sécurisés. Usage des pesticides dans le maraîchage, sécurité sanitaire des aliments et réduction des pesticides agricoles en Afrique. Autant de sujets qui seront abordés au cours de ces journées scientifiques. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone, a inauguré récemment une pompe hydraulique dans la localité de Loworo, près de Bundiali, au nord de la Côte d'Ivoire. L'ouvrage a une capacité de 10 000 litres. Il a été financé par le Fonds national de solidarité à hauteur de 25 millions de francs CFA. Nous sommes allés chercher l'eau au bord du barrage pour venir préparer. Souvent, tu vas faire 2 jours, 3 jours, tu n'as pas l'eau. Ces inquiétudes, des lointains souvenirs pour la population de Loworo, un village de la commune de Bundiali. La localité vient d'être dotée d'une pompe hydraulique à motricité solaire. Ainsi, les habitants auront désormais de l'eau potable à portée de main. En procédant à l'inauguration de l'infrastructure, la ministre de la Solidarité
de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone, a invité la population à en faire bon usage. Je souhaiterais, à la suite de monsieur le préfet, que vous puissiez mettre en place un comité de gestion de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on vous donne l'eau avec des infrastructures. Si vous n'entretenez pas, ce n'est pas bien. La pompe hydraulique à motricité solaire, entièrement financée par le Fonds national de la solidarité, d'un coût total de 25 millions de francs CFA, a une capacité de 10 000 litres d'eau. Elle est une véritable bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires. C'est quand il y a l'eau près de toi, tu fais ton ménage vite. S'il n'y a pas l'eau, il faut te lever à 4 h du matin, aller au bas. Et puis, on marche pour aller. Peut-être tu vas monter sur un serpent ou tu ne sais pas. Nous sommes très contents. Cette cérémonie d'inauguration a enregistré la présence du préfet de la région de la Bagoué, Gombagui Gueye-Georges, et de plusieurs cadres de la région. Ils ont tous encouragé la population à mettre en place des comités pour une bonne gestion de l'ouvrage. Marcel Gossio n'est plus. Ce cadre du Front populaire ivoirien s'est éteint hier soir à Abidjan. C'est un coup dur pour les militants et sympathisants du parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Olivier Iriebi, Michel Digri. La mort a encore frappé la famille du Front populaire ivoirien. Au lendemain de l'inhumation du professeur Abondori Raymond, c'est Marcel Gossio qui tire sa révérence brutalement ce dimanche suite à un malaise. À sa résidence, sa famille biologique est encore sous le choc. Dans sa famille politique, c'est la consternation. On est avec la famille pour la soutenir devant ces épreuves douloureuses. On est en train d'organiser les premiers événements. C'est la tristesse que vous avez vu les gens. Personne ne comprend ce qui arrive. Et donc, paix à son âme, que son âme repose en paix. Encore une fois, la grande famille du Front populaire ivoirien est douloureusement éprouvée avec la brutale disparition du vice-président Gossio Marcel. C'est vraiment avec beaucoup de douleur, beaucoup de surprises, d'effroi même que nous avons appris la triste nouvelle de la mort de Gossio Marcel. On peut retenir de Gossio Marcel qu'il a été un homme engagé au Front populaire ivoirien. Il a accepté pour cela tous les sacrifices à cause de son engagement politique, à cause de ses convictions. Le 16 octobre dernier, le Front populaire ivoirien avait organisé une veillée funéraire en l'honneur de Abondori Raymond. C'était également la dernière apparition publique de Marcel Gossio. Il rendait alors un ultime hommage aux défunts. C'est un frère, c'est un ami, c'est un camarade que nous perdons. Et je ne vais pas aller au-delà parce que c'est difficile. Difficile sera certainement cette séparation pour les parents, amis et compagnons de lutte de Marcel Gossio, vice-président du FPI. Voici à présent le reste de l'actualité dans le monde. C'est avec Wodjon Télé Soro et Alexis Ouedraogo. Après 6 jours d'affrontement, c'est l'accalmie aux Comores. Des commerces ont rouvert, mais l'armée restait présente dans les rues. Ce conflit avait commencé lorsque des protestataires avaient érigé des barrages dans plusieurs rues autour de Moutsamoudou, ville considérée comme un fief de l'opposition. Les autorités mexicaines étaient parvenues à bloquer jeudi une caravane de plus de 4000 personnes sur un pont frontalier depuis la ville de Ciudad Hidalgo, dans le sud du Mexique. Mais dimanche, de nombreux migrants honduriens ont repris leur marche vers les États-Unis. Ils sont entrés illégalement dans le pays par le fleuve séparant le Mexique du Guatemala. Fin de ce 23h. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. À très bientôt.